CIBL reçoit, si vous n'êtes pas familier avec le concept, c'est toujours une émission qu'on vous propose une fois par mois avec différents invités. Pour le 3e mardi de chaque mois pour la prochaine saison, eh bien, ce sera toujours un rendez-vous qu'on va vous fixer avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Ce sera comme ça aussi pour le 21 octobre, pour le 18 novembre. Et à chaque émission, on va bien sûr parler avec le Syndicat canadien de la fonction publique, mais aussi avec des spécialistes de différents thèmes qui sont abordés dans l'actualité, des dossiers chauds. Vous pouvez aussi nous poser des questions en lien avec les thèmes qui seront abordés à chaque émission. C'est toujours 60 minutes où on parle de différents sujets. Et pour la première émission, lorsqu'on était en réunion avec le SCFP, on se disait qu'on pouvait pas passer à côté du projet de loi 3, avec bien sûr tout ce qui est dit sur les régimes de retraite. Il y a tellement de contenu à partager avec vous, tellement de choses à dire. Et c'est pas pour rien que l'émission, comme titre, a d'un côté, mais de l'autre, parce que oui, on va parler de ce qui fait jaser, de ce qu'on retient souvent dans les médias, mais on va tenter, dans le cadre de cette émission, de vous apporter l'autre côté de la médaille, de vous partager ce qui ne se fait pas toujours entendre dans les médias traditionnels, faire parler, oui, des syndicats, faire parler des gens qui sont sur le terrain, des membres de ce syndicat canadien, et vous donner un autre point de vue qui n'a pas souvent sa place dans les débats, dans le public, dans la sphère médiatique en général. Pour cette première émission, je le disais, on va aborder le projet de loi 3. On aura entre autres une table ronde en deuxième partie d'émission. Ce sera vers 13h30. Mais pour entamer cette émission, on va s'entretenir avec Denis Bolduc, qui est le secrétaire général du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Mais pour tout de suite, on aura en entrevue Madame Lucie Levasseur, qui est présidente du Syndicat canadien de la fonction publique. Pour animer la culture à Montréal, CIBL 101.5. Comme toute première entrevue pour l'émission CIBL reçoit, nous avons au bout du fil Lucie Levasseur, qui est la présidente du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Bonjour, Madame Levasseur. Bonjour, Madame Gagnon. Expliquez-nous ce que fait au quotidien le Syndicat canadien de la fonction publique pour nos auditeurs qui seraient pas familiers. On entend souvent parler dans les médias, dans l'actualité, de syndicats, entre autres de CSN, de CSD, mais que fait le Syndicat canadien de la fonction publique? Bon, écoutez, le SCFP, d'abord, je dois vous dire que c'est un très, très grand syndicat. En fait, c'est un syndicat qui est le plus grand à travers le Canada parce que, de par son nom, Syndicat canadien de la fonction publique, évidemment, il est pan-canadien. On parle à travers le Canada, Madame Gagnon, d'environ 630 000 membres et au Québec, on parle d'autour de 112 000 membres. Et toutes ces personnes, tous ces membres viennent de secteurs différents. Le SCFP au Québec est composé de 10 secteurs du monde du travail. Et si vous permettez, je vais vous les énumérer et vous allez voir, de par sa composition, bien qu'il soit amalgamé, c'est quand même un syndicat qui se bat pour des causes communes, bien que chacun des secteurs ait chacun leur spécificité. Donc, on parle de 10 secteurs, donc affaires sociales, la santé, bien sûr, communication, le secteur de l'éducation, de l'énergie, le secteur mixte, le secteur municipal, société d'État et organismes publics, transport terrestre, transport aérien et le secteur universitaire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est de par leur
simple définition des secteurs qui peuvent sembler aux antipodes de leur réalité quotidienne, mais c'est quand même des secteurs qui, au quotidien, ont les mêmes batailles, en fait, que l'on traverse ensemble. Mais comment on fait, Madame Levasseur, justement, pour réussir à représenter tous ces gens qui travaillent tellement dans différents domaines? Ben, écoutez, j'aime bien votre question, Madame Gagnon, parce que justement, ça me permet de vous dire que le SFP, c'est un syndicat très organisé à travers ses statuts, à travers aussi sa façon de faire qui est extrêmement démocratique. On a, tant pour le syndicat canadien de la fonction publique, en canadien, on a un congrès aux 2 ans. Même chose au Québec, congrès aussi aux 2 ans. À travers ces 2 années-là, il y a aussi des instances qui se rencontrent régulièrement pour prendre des décisions, prendre des enlignements. Et ces instances-là sont composées de personnes choisies par les membres. Et c'est avec eux qu'on enligne en fait nos mandats des 2 prochaines années. C'est vraiment comme ça qu'on procède. Et en plus, ces gens-là, bien sûr, sont répartis sur tout le territoire québécois. C'est justement... On a des gens de partout. On parle de partir de Rouen aller jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Il y en a vraiment de partout. Si justement on regardait quels sont les dossiers chauds, sur quoi vous travaillez pour les 2 prochaines années? Bon, écoutez, je pense qu'avec les annonces du gouvernement libéral et évidemment le fameux dossier dont on entend tant parler ces jours-ci, plusieurs dossiers vont nous occuper, mais je vous dirais que pour les 2 prochaines années, ça va ressembler bien sûr encore à toute la question des régimes de retraite. On a aussi un dossier fort important qui est aussi la démantelature de Radio-Canada qu'on est en train de tailler en petites pièces et de vendre à rabais. Et on a bien sûr aussi toute la question de la négociation du Front commun. Vous le savez, le ministre Barrette a annoncé des choses qui, à notre point de vue, sont terribles, c'est-à-dire la réduction des établissements de santé qui vont passer de 170 à 50. Donc ça, veut pas, c'est une réduction de services pour la population et un engorgement, à notre point de vue, encore plus extrême dans nos établissements de santé. Ça, c'est 3 des grands dossiers, je vous dirais, pour les 2 prochaines années. Mais au quotidien, Madame Gagnon, vous le savez, un syndicat, ça a plusieurs dossiers, que ce soit les accords de libre-échange qui se passent aussi sous notre nez, qui se négocient derrière des porte sans qu'on soit mis à partie dans ces dossiers-là. Alors, plusieurs dossiers, Madame Gagnon, qui vont nous interpeller au Québec et à travers le Canada, bien sûr. Et justement, le but de cette émission mensuelle, c'est de parler de ce qui retient notre attention dans l'actualité, voir vos défis pour les prochains mois, parler avec des intervenants qui travaillent avec vous au quotidien. Vous êtes, vous, en poste de présidente depuis 2008. Si je vous demandais de dresser un portrait global, comment ça se passe pour le monde syndical au Québec aujourd'hui? Parce que je discutais avec des amis qui sont dans la vingtaine et on dirait qu'auprès de la jeunesse, le mouvement syndical a un petit peu perdu d'intérêt de leur part. Est-ce que je me trompe? Ben, écoutez, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort. Effectivement, il y a un intérêt qui peut-être semble s'essouffler. Mais étrangement, Madame Gagnon, je vous donne un exemple. Au dernier congrès du SFP Québec, nous avons fait faire un sondage justement auprès des jeunes pour comprendre justement pourquoi il y a cet essoufflement au niveau des jeunes, ce manque d'intérêt. Et bien sûr, on a mis le doigt, je dirais, sur le bobo. C'est que les jeunes nous disaient n'essayez pas de nous joindre par courriel ou par texto ou
par quelques médias de la sorte, venez nous voir sur le terrain, venez nous parler. Parce que pour eux, les médias sociaux, entre autres, c'est quelque chose, c'est un divertissement pour eux. Ce n'est pas pour eux une tribune d'information. Ils considèrent, bien sûr, que les syndicats ne sont pas assez présents dans les milieux des travailleurs. Et ensuite, bien évidemment, ils se disent un peu déçus souvent de ce qu'ils entendent aussi dans les médias. Je pense que l'émission qu'on va faire avec vous tout au long des 10 prochains mois va nous permettre justement d'avoir ce côté que on ne voit jamais justement dans les médias, que les jeunes attendent bien sûr d'entendre. Un autre exemple que je peux vous donner, j'ai participé il n'y a pas si longtemps aussi à un panel à l'Institut du Nouveau Monde, qui est une école d'été pour les jeunes, et les jeunes avaient plusieurs questions à poser, et ces questions-là étaient directement reliées à ce qu'ils voient dans les médias, à ce qu'ils entendent dans les médias. Et on le sait, les syndicats, on n'a pas eu nécessairement bonne presse dans les dernières années. Alors, au SFP, ce qu'on a décidé de faire, et au niveau pan-canadien, on a un projet qui est présentement en marche, qui s'appelle « Ensemble pour un monde plus juste », qui rentre parfaitement dans nos valeurs syndicales au SFP. Et l'objectif, justement, de ce projet-là, c'est de revoir nos façons de faire. Les syndicats des années 70 ou des années 80, ce n'est plus populaire auprès de notre jeunesse. Donc, il faut s'adapter aux besoins de la jeunesse, comment ils veulent qu'on communique avec eux. Et ils ont été très clairs dans ce fameux sondage, Madame Gagnon, c'est venez nous voir sur le terrain, venez jaser avec nous, venez nous dire ce que vous faites au quotidien, venez nous dire quelles sont vos valeurs. Est-ce que ces valeurs-là me rejoignent, moi, en tant que jeune, entre 18 et 35 ans? C'est un dossier fort intéressant et on aura l'occasion d'en reparler durant cette prochaine saison. Lucie Levasseur est présidente du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup, Madame Gagnon. Au plaisir. CIBL 101.5. On va poursuivre la discussion avec Denis Bolduc, qui est secrétaire général du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Bonjour, Monsieur Bolduc. Bonjour. On en parlait tout à l'heure avec Madame Levasseur. En général, on parle beaucoup en ce moment de ce projet de loi 3 des régimes de retraite. Vous, au mois d'août dernier, vous avez déposé un mémoire lors de la commission parlementaire. Que demandiez-vous en général? En fait, le message qu'on voulait passer au gouvernement principalement, c'est que les chiffres qu'on entend de déficit dans le monde municipal depuis, qui sont repris par le ministre Moreau, par le gouvernement, par les maires Coder et Labaume, les maires de Montréal et Québec, ce sont de vieux chiffres qui datent de 2 ans, et la situation s'est beaucoup améliorée depuis ce temps-là. Alors, on parlait d'un déficit de 3,9 milliards, puis on est venu faire la démonstration avec notre mémoire que ce déficit-là, il a pratiquement fondu à zéro. Il y a des municipalités qui sont en déficit, il y en a d'autres qui sont en surplus, selon notre point de vue, et on l'a appuyé, nos prétentions, on les a appuyées avec une étude actuarielle signée, officielle, donc quelque chose de sérieux. On n'est pas juste venu dire, il y en a plus de déficit. On a dit au gouvernement, les chiffres que vous utilisez sont pas les bons. La situation actuelle au 30 juin 2014 est pas dramatique au sens où vous le dites. Et dans ce contexte-là, faites attention avant de briser des choses qu'on pourra plus réparer par la suite. Alors, et ça, c'est un volet qu'on a couvert. Puis l'autre volet, on a dit au gouvernement, depuis 3 ans au SFP Québec, on travaille très, très fort pour amener nos gens, nos membres, à reconnaître que il faut travailler nos régimes de retraite, les redéfinir pour les protéger, assurer leur pérennité. Et puis, on a beaucoup d'ententes qui sont intervenues dans les 2-3 dernières années où on a agi concrètement. On a mis en place un fonds de stabilisation. On a
reculé à certains endroits l'âge de la retraite. On a, à d'autres endroits, amené les gens à cotiser davantage dans le régime de retraite pour réparer l'actuel, se prévenir dans le futur contre les coups durs, et puis amener des solutions, dégager des économies que l'employeur peut utiliser pour absorber une partie du déficit passé. Alors, essentiellement, c'est ce qu'on est venu dire au gouvernement. Je peux pas faire autrement que de me mettre à la place de nos auditeurs qui sont extérieurs à ce qui se passe là, au niveau municipal. Et pour eux, c'est clair qu'on se dit, on comprend, oui, comment ça se passe, il y a des déficits, mais tout ça est un peu relié au fait que ces régimes de retraite sont beaucoup trop généreux. On peut plus se le permettre. Que répondez-vous à ça? C'est pas vrai. En fait, c'est généré par les discours principalement du maire de Québec. Ça fait 3 ans qu'il répète continuellement à la population, puis c'est repris par le gouvernement, c'est repris par le maire de Montréal, par l'Union des municipalités du Québec, de dire, bon là, il y a des gens qui ont un régime de retraite, puis celui qui le paye, c'est celui qui en a pas. Alors, il y a une injustice là aux yeux de ces gens-là, mais plutôt que d'essayer d'enlever ou de tirer vers le bas les gens qui ont un régime de retraite, Alban Damour, son comité est venu dire il faut protéger les régimes de retraite à prestations déterminées. Donc, plutôt que d'essayer de les réduire à des peaux de chagrin, ces régimes-là, ben pourquoi on travaillerait pas, puis c'est ce que le milieu syndical dit depuis 3-4 ans, pourquoi on travaillerait pas ensemble pour améliorer le régime public? Donc, pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses, pour qu'il y ait à la retraite des revenus décents, convenables. Et nous, on travaille là-dessus, mais du côté du gouvernement, du côté des municipalités, on n'a pas ce discours-là. Alors, ça viendrait diminuer la pression sur les régimes complémentaires. Puis nos gens, là, nos 110 000 membres au SFP Québec, là, ils payent des taxes, ils payent de l'impôt. Puis quand le salaire est intéressant, puis que les revenus de retraite sont intéressants, ben les gens, ils peuvent faire autre chose que rester chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir. Donc, avec des revenus de retraite intéressants, on va au restaurant, on va au cinéma, on paye des taxes, on paye des impôts. C'est un tout. Il faut pas regarder ça juste. Lui, il a un régime de retraite, moi je l'ai pas, je veux l'enlever à celui qui l'a. C'est pas un discours que nous, on accepte, mais pas du tout. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui et si l'on se fie à ce que M. Couillard a déclaré récemment dans les médias, il n'y aura pas de modification majeure au projet de loi 3. Alors, vous allez devoir faire face à la musique. Comment on se débrouille avec ça maintenant? C'est insensé d'entendre ça du premier ministre du Québec. On a des régimes de retraite. Je vois passer un autobus, là. Le régime de retraite des chauffeurs d'autobus ici à Montréal est surcapitalisé. Alors, il y a plus d'argent dans la caisse que la valeur des engagements qui sont pris par le régime. Et malgré ça, on veut couper des avantages dans le régime parce qu'on met un plafond concernant le coût. Je veux pas entrer dans le jargon, là, mais le coût du service courant doit pas être plus que 18%. On doit partager à 50-50 le coût du service courant. Des critères comme ça qui ont pas lieu d'être dans un régime qui est actuellement en santé. Nous, on fait la promotion de mettre en place un fonds de stabilisation. On lui a donné ce nom-là, fonds de stabilisation et d'indexation, justement pour éviter que les coups durs qu'on a eus lors de la dernière crise 2000, on a eu 2 crises majeures qui ont affecté beaucoup les rendements, ben pour se prémunir contre ça, dans l'éventualité où il y a des déficits futurs, ben qu'on puisse piger dans cette caisse-là, ce coussin-là, pour que on revive pas mais un régime qui est en santé, qui un régime comme celui dont je vous décris, qui est surcapitalisé, pourquoi on essaierait de le défaire, de diminuer, d'enlever des droits aux participants, alors que la situation financière du régime, parce que c'est censé être le motif du projet de loi, d'assurer la pérennité et la santé financière des régimes de retraite, pourquoi on viendrait couper dans un régime quand il est déjà en santé surcapitalisé? Alors, c'est insensé d'entendre ça du premier ministre du Québec, pas avoir plus d'ouverture que ça pour des situations comme celle-là.
Nous, on dit, peut-être que un régime qui coûte 20% de la masse salariale, le projet de loi prévoit 18%, on doit obligatoirement le descendre à 18% comme coût du service courant. Puis, mais si les gens sont prêts à faire d'autres choix dans le régime de retraite, pour alléger finalement le poids financier pour l'employeur, pourquoi il pourrait pas le faire? Nous, on dit, laissez-nous aller, mettez en place un coffre d'outils là qui va nous permettre d'agir où on veut, puis chaque régime est particulier, que les gens qui sont concernés prennent leurs décisions en fonction. Pas établir un modèle unique pour tout le monde. On voit beaucoup passer ces autocollants libre négo. On parle beaucoup de cette coalition pour la libre négociation. Le SCFP en fait aussi partie là, de cette coalition. Oui, effectivement. On est impliqué dans ce dossier-là depuis très longtemps, le dossier des régimes de retraite. Nous, on a fait en février 2012 pour sensibiliser nos sections locales. On a, je vous disais, 110 000 membres, mais on a au-delà de 500 syndicats SCFP à travers la province, dans le secteur municipal, transport terrestre, énergie, etc., dans 10 secteurs. Et on a fait deux jours où on a fait la réflexion sur les régimes de retraite. Puis on est sorti de cette rencontre-là en disant, il faut construire des coussins, ce que je vous disais tout à l'heure, une réserve pour les coûts futurs. Puis il faut agir, parce qu'on l'a dit bien avant le gouvernement, puis bien avant Alban Damour, du rapport Damour, le statu quo n'est pas une option. Nous, ça fait longtemps qu'on a dépassé ce stade-là, puis on invite depuis ce temps-là nos sections locales, nos syndicats à conclure des ententes avec leurs employeurs pour renforcer, assurer une viabilité à long terme des régimes de retraite. Et justement, il y a une manifestation qui est organisée ce samedi. Comment ça se passera tout ça? En fait, là, on a invité tous nos amis, les syndicats amis, membres de la coalition, des retraités. Beaucoup de retraités vont être là. On dit aux gens, on a choisi un samedi. Donc, samedi le 20, spécifiquement pour que les gens puissent se rencontrer, venir en famille, à la manifestation. Donc, il va y avoir des jeunes, des moins jeunes et des adultes qui sont sur le marché du travail. Et on espère que passer le message, en fait, c'est une marche intergénérationnelle. Dans ce dossier-là, on parle beaucoup d'équité entre générations. Nous, le message qu'on veut livrer en même temps, c'est que c'est pas une bataille juste pour les travailleurs, c'est une bataille pour protéger nos retraités qui sont partis à la retraite avec certaines conditions, puis que là, on menace de leur enlever leur indexation. C'est ce qui prévoit le projet de loi. Puis on dit, là, pour nos jeunes, on se préoccupe également de nos jeunes qui un jour vont entrer au travail, puis à certains endroits, il va y avoir des régimes de retraite à prestations déterminées, puis les conscientiser que c'est important pour nos jeunes aussi dans le futur de protéger ces régimes-là parce que c'est eux qui vont en profiter plus tard. Alors, c'est une question, on espère beaucoup de monde. La population est invitée. On veut une marche pacifique, une marche sans grabuge. On part du parc La Fontaine, on file sur la rue Sherbrooke jusqu'au bureau du premier ministre. Alors, il devrait y avoir quand même pas mal de monde. Mais avez-vous sondé la population pour voir s'il y avait vraiment un appui des gens qui ne sont pas touchés directement par ce projet de loi-là? Il faudrait peut-être faire des sondages à l'interne, mais je me souviens d'un sondage assez récent, je dirais de 3-4 semaines, où l'appui, contrairement à ce qu'on peut penser, là, l'appui est à peu près 50-50. Il y a beaucoup d'indécis, mais parmi ceux qui se prononcent en faveur du projet de loi 3 ou contre le projet de loi 3, c'est à peu près 50-50. Mais il y avait une grande proportion de gens qui savaient pas trop, là, qui étaient indécis, et c'est ces gens-là qu'il faut convaincre, et c'était quelque chose comme la moitié de la population. Alors, c'est des gens qui commencent à écouter le discours, parce qu'au départ, le seul discours qu'on entendait, c'était celui de l'Union des municipalités du Québec. Et notre discours circule depuis le début de l'été. On a réussi
aussi au sein des médias. Il y a plus de nuances également. Et puis la population écoute ça, puis ils se disent, c'est peut-être pas c'est pas noir ou blanc, c'est peut-être gris, hein. Et en ce sens-là, c'est encourageant pour nous parce qu'on pense vraiment que c'est important que le gouvernement là réfléchisse davantage puis mette un haut-là sur ce projet de loi 3 parce qu'il va en avoir un autre. Mais c'est ce que j'allais vous demander. On parle beaucoup justement du secteur municipal, mais là il y a d'autres coupures qui sont à prévoir. Bon, pour les universités, on le savait, mais là il y a aussi d'autres coupures qui seront bien sûr faites pour ce secteur-ci et aussi peut-être pour le secteur privé. En fait, on a eu une rencontre avec le ministre François Blais, qui est responsable de la Régie des rentes du Québec, et spécifiquement pour le secteur universitaire, les régimes à prestations déterminées dans le milieu universitaire. Et le ministre Blais a démontré, en tout cas, une plus grande écoute que M. Moreau des Affaires municipales. Par contre, l'objectif, les critères du projet de loi 3 sont quand même présents. Il nous l'a dit. Alors, à nous de faire la démonstration, encore une fois, que c'est pas nécessaire d'aller aussi loin, c'est pas nécessaire de mettre des balises si strictes. Et par la suite, effectivement, il y a une troisième table, la table du secteur privé, où peut-être il y aura un projet de loi à ce moment-là. Mais pour le secteur universitaire, le ministre nous l'a annoncé. Il veut déposer un projet de loi dans cette session parlementaire-ci. Monsieur Bolduc, pour les gens qui seraient à l'écoute et qui souhaitent justement avoir plus de détails pour cette rencontre qui est organisée samedi pour la manifestation, on se rend où? On fait quoi? On va sur le site du SCFP, donc scfp.qc.ca, et dans le bandeau de droite, vous allez voir, là, il y a une image sur la manifestation de samedi. Vous cliquez là-dessus, vous avez les détails de la marche. Et pour les indécis qui voudraient en apprendre encore davantage, sachez que l'émission va se poursuivre jusqu'à 14h. Et justement, durant la deuxième partie de l'émission, on va aller plus en détail, plus en profondeur. On a avec nous en studio 3 spécialistes qui vont nous parler de différents secteurs, de différentes façons de voir ce projet de loi 3. Entre autres, avec nous, il y aura Jean-Denis Garon, qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il est économiste. Il y aura aussi Marc-André Fournier, qui est un actuaire au service actuarial SAI et aussi un avocat, Monsieur Pierre Grenier de la firme Melançon, Marceau, Grenier et Chiortino, qui seront en studio pour discuter de tout ça avec nous. Sinon, bougez pas, on revient après ces pauses publicitaires. CIBL 101.5. On est de retour à l'émission d'un côté comme de l'autre pour cette émission spéciale de CIBL reçoit, une émission mensuelle qui est réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Si vous avez manqué la première partie de l'émission, on mettait la table pour cette toute première. Entre autres, on vous expliquait ce que faisait le Syndicat canadien au quotidien, avec quels membres on doit travailler jour après jour, mais on avait aussi commencé une discussion avec Denis Bolduc, qui est le secrétaire général du Syndicat canadien de la fonction publique du Québec, pour parler bien sûr de ce projet de loi 3 qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup jaser. D'ailleurs, il y a justement une manifestation qui est organisée ce samedi pour le Syndicat canadien de la fonction publique. Ça représente une grande partie de leurs membres, et si le projet de loi est bien sûr mis en place, bien ça va changer des choses aussi dans les conventions collectives de leurs membres. Autour de la table, j'ai maintenant 3 spécialistes avec qui on va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour vous aider à vous faire une tête. Entre autres, on a avec nous Monsieur Jean-Denis Garon, qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Monsieur Garon, bonjour. Bonjour. Aussi Marc-André Fournier, actuaire au service actuarial SAI. Monsieur Fournier, merci d'être avec nous. Bonjour. Et Pierre Grenier, qui est avocat de la firme Melançon, Marceau, Grenier et Chiortino. Bonjour, madame.
Alors, débutons cette discussion. Il y a tellement de choses à dire. C'est ce que je disais à Monsieur Bolduc, que c'est difficile de trouver l'élément le plus important pour nous mener dans cette discussion. Vous êtes invités les trois, bien sûr, à intervenir, mais je me rappelle de ce que Monsieur Garon m'a dit au téléphone lorsque j'étais en préparation de cette émission, et on m'a dit, c'est une première dans l'histoire du Québec. Si ce projet de loi venait à exécution, on pourrait dire que c'est vraiment exceptionnel de voir ça, les régimes de retraite qui seraient modifiés, même si tout ça avait été signé dans le passé. Bien, de cette ampleur-là, oui. Vous savez, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il faut admettre que les temps sont difficiles, là, que c'est des négociations qui sont ardues, que ça soulève énormément de passion. Et ce que je vous avais dit, c'était d'abord qu'il y avait une erreur fondamentale dans le projet de loi, c'est que on n'avait pas prévu à l'intérieur du projet de loi donner des moyens aux syndicats de mettre en place des moyens de pression, quitte à faire la grève pour contester ce projet de loi-là. Parce que la tradition syndicale québécoise, c'est que lorsqu'on n'a pas une convention collective valide et qu'on est en négociation, on a le droit de débrayer. On a le droit de faire des moyens de pression et ça fait partie de la négociation du rapport de force d'être capable de montrer, donc de faire des démonstrations de force. Maintenant, on se ramasse dans la situation présentement où on a des syndicats qui ont des conventions collectives valides et en même temps, on est en train de légiférer pour rouvrir les conventions, plus ou moins unilatéralement, et pendant ce temps-là, on laisse la pression monter, au sein du mouvement syndical, ce qui fait qu'on se ramasse avec des pompiers qui mettent le feu, des policiers qui commettent presque des crimes, etc., etc. Et au départ, cette situation-là est complètement pourrie la négociation, et c'est une erreur gigantesque de la part du gouvernement lorsqu'on rouvre des conventions collectives avec la tradition syndicale qu'on a au Québec. Il fallait savoir ce qui allait arriver. Alors, c'est à la limite de l'incompétence de ne pas avoir inclus des mesures de moyens de pression dans ce projet de loi-là. Et M. Grenier, sur le plan légal, on peut pas faire ça. En fait, il faudrait replacer cette approche-là du gouvernement dans son contexte plus général de la loi qui régit les régimes de retraite. On a au Québec une loi qui régit ces régimes-là depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années. Fondamentalement, cette loi-là vise à encadrer des régimes qui ont été négociés entre les employeurs et leurs employés à travers des syndicats. Certains employeurs ont même mis en place des régimes sans qu'il y ait de syndicats, qui ont considéré que c'est une condition de travail avantageuse tant pour les employés que pour l'entreprise. Alors, cette loi-là qui est en place depuis fort longtemps, ce qu'elle vise essentiellement, c'est à encadrer la mise en place des régimes. Et cet encadrement-là vise une seule chose, assurer que les gens qui participent à un régime de retraite vont recevoir les prestations sur lesquelles ils se sont entendus lorsqu'ils vont prendre leur retraite. Alors, cette approche-là du gouvernement jette à terre le principe fondamental de la loi sur les régimes complémentaires de retraite, soit la protection des prestations des participants au régime de retraite. Et cette approche-là est assez inconcevable, compte tenu que généralement, les conditions de travail comprennent les régimes de retraite. C'est peut-être un peu trop subtil à expliquer en quelques mots, mais disons que la Cour suprême du Canada a considéré que les régimes de retraite font partie de la rémunération. C'est ce qu'on appelle la rémunération globale. Donc, quand un employé, à travers son syndicat, négocie avec l'employeur un salaire, et en même temps, il va négocier ses congés, ses vacances, l'ensemble de ses avantages, y compris le régime de retraite. Alors, quand on négocie pas le régime de retraite, on négocie pas les salaires séparément, on négocie l'ensemble de la rémunération, ce qui fait qu'on aboutit à une entente au fil des années et on dit, je vais obtenir tel avantage pour le salaire, mais je vais prendre un peu moins de salaire et je vais mettre plus de pression pour obtenir une meilleure prestation, etc. Donc, l'approche du gouvernement remet en cause complètement la dynamique qui entoure les régimes de retraite, tant du point de vue de la législation que du point de vue des relations de travail. C'est très important. Monsieur Fournier, je voyais hier, la coalition syndicale pour la liberté de négociation qui faisait un point de presse et qui disait que pour les retraités, si ce projet de loi-là est mis en place, ils se retrouveront avec moins d'argent. Ce sera plus difficile économiquement parlant pour eux de vivre avec cette retraite, avec ces sous qui leur seront remis. Oui, parce que ce que le projet de loi prévoit, c'est que les régimes qui comportent des dispositions d'indexation des rentes après la retraite seraient abolies. OK? Ces indexations-là seraient abolies. Donc, ces gens-là qui sont partis avec une promesse de rente, mais aussi une promesse que ces montants-là seraient ajustés pour tenir compte de l'inflation,
ben là, ils se font dire que finalement, cette indexation-là sera pas au rendez-vous, pourra être suspendue au choix de l'employeur. Mais ça, c'est l'insécurité qui est apportée aux retraités, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité qui est apportée à ceux qui sont proches de la retraite aussi. Je faisais une assemblée hier soir, puis il y a des gens qui me posaient la question, moi, je veux partir dans un an et demi. Le montant qu'ils me disent que je peux recevoir là, dans un an, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est bon? Puis la réponse, je suis obligé de leur dire, c'est non, il n'est pas bon. Parce que le projet de loi, ce qu'il prévoit, c'est une coupure des droits acquis pour payer les déficits. Donc, le montant va être appelé à réduire. Puis, on ne sait pas encore comment, parce qu'on va le savoir à la fin du processus de restructuration qui est prévu à la loi. Donc, Maître Grenier l'a parlé, ça remet en question toute la sécurité qui est amenée par ces régimes à prestations déterminées-là. Les gens ne savent plus, là, ils feront plus confiance non plus à ces régimes-là si le législateur il peut venir changer les droits acquis du jour au lendemain. Je posais la question tout à l'heure à M. Bolduc. Il y a bien des gens qui ont l'impression que ces régimes de retraite ont été beaucoup trop généreux dans les dernières décennies. Est-ce que c'est vrai? Là, il y a des gens qui pensent à la retraite. Là, on dit qu'eux trouvent que finalement, ça sera passé si ce projet de loi-là est déposé. M. Garon ou M. Fournier, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est trop généreux ce qu'on a offert avant? Pour ce qui est de la générosité, c'est des régimes qui ont été négociés, mais c'est pas à cause qu'on les juge généreux qui sont en déficit présentement. Ça, faut comprendre ça. M. Bolduc parlait qu'il y a beaucoup d'indécis dans la population par rapport au projet de loi. Puis je pense que c'est expliqué en grosse partie par une incompréhension du financement des régimes de retraite. C'est pas parce qu'ils sont trop généreux qu'on est en déficit présentement, c'est parce que ces régimes-là sont capitalisés en avance. Donc, on suppose que l'argent qu'on verse aujourd'hui va faire un certain rendement jusqu'à temps que la personne prenne sa retraite, jusqu'à son décès avec le dernier versement de rente. Les déficits qu'on voit aujourd'hui, c'est que les hypothèses qu'on a faites de rendement, par exemple, n'étaient pas au rendez-vous. Mais ça n'a rien à voir avec la générosité des régimes. Ça a à voir avec les hypothèses qui ne sont pas concrétisées. C'est qu'on mélange présentement, notamment à cause du titre du projet de loi, on mélange la générosité de la rémunération globale, incluant les régimes de pension qu'on donne aux employés, puis la pérennité de ces régimes-là. Vous pouvez faire une promesse très, très généreuse, puis capitaliser suffisamment votre fonds pour être capable de payer les rentes. Donc, la question, c'est pas ça. La question, c'est de s'assurer qu'il y a une certaine pérennité dans les régimes de retraite. À l'époque où on a négocié certains de ces régimes-là, et d'ailleurs, là, il faut mettre l'accent sur le fait qu'ils sont pas tous identiques, là, puis il y en a qui sont très bien capitalisés, puis il y en a même qui sont surcapitalisés. Donc, il y a une loi mur à mur au Québec, là, pour un problème qui n'est pas mur à mur. Bon. À l'époque où on a négocié certains de ces régimes-là, on faisait l'hypothèse, entre autres, que les gens vivraient 2 ans moins longtemps qu'aujourd'hui. Si vous vivez 2 ans plus long que ce qui était prévu, à 50 000 $ de rente par année, c'est 100 000. Bon, ça s'ajoute à votre rémunération globale, c'était pas prévu, par exemple. On avait pu faire des hypothèses sur les rendements financiers, une époque où les rendements étaient plus élevés, et on avait pu faire des petites erreurs comme ça. Mais ça, c'est comme mon collègue actuel le mentionnait, c'est pas une question de générosité. Vous pouvez promettre la lune si vous avez les moyens de la capitaliser. Oui, je comprends bien. Alliez-vous à ajouter quelque chose, M. Grenier? Je reviendrai sur le sujet plus général. C'est que ce que le gouvernement fait actuellement, c'est qu'il s'attaque à des conditions de travail. Son objectif, à mon avis, c'est pas d'assurer la pérennité des régimes de retraite, c'est de diminuer les ressources des municipalités à l'égard des conditions de travail de leurs employés. Si moi, je suis employé dans une municipalité et on me fait payer 7% de plus dans le régime de retraite, par exemple, je vais vouloir négocier une augmentation de salaire. Alors, comment ça va finir, cette approche-là? On ne le sait pas. Ça risque de créer des problèmes importants. Je voudrais aussi souligner que le fait que le gouvernement fait ça à l'égard des municipalités, à leur demande, de certains, à tout le moins, pas de tous d'ailleurs, ça donne un message qui est très mauvais sur le plan des relations de travail pour l'ensemble des travailleurs au Québec. Le message est le suivant. Si votre employeur me fait une demande pressante, comme certaines municipalités l'ont fait, je vais l'écouter, puisque je l'ai fait pour les municipalités. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas dans les universités? D'ailleurs, il y a un projet de loi qui s'en vient. Et pourquoi je ne le ferai pas dans le secteur privé? Et le secteur privé est un secteur où il y a
quand même un bon nombre de régimes à prestations déterminées qui ont été négociés souvent il y a très longtemps et qui, dans beaucoup de cas, en fait, les employés ne paient aucune cotisation dans ces régimes-là. Ils sont entièrement financés par les employeurs. Pourquoi? Parce que les employeurs, quand ils les ont mis sur pied à l'époque, ça leur coûtait rien en pratique. Les rendements étaient tellement élevés. Les régimes de retraite privés, d'ailleurs, donnent des prestations plus faibles que d'autres régimes. Donc, ces employeurs-là qui ont mis ça en place se retourneraient maintenant vers le gouvernement et leur diraient, écoutez, aidez-nous, là, j'ai un gros déficit, même si le déficit pourrait être résorbé d'ici 2, 3 ans, 4 ans, c'est pas grave, j'aimerais ça ne plus verser mes cotisations durant une certaine période de temps. Aidez-moi, adoptez donc un projet de loi pour attaquer encore une fois la promesse que les prestations doivent être versées au moment où les gens prennent leur retraite. La discussion n'est pas terminée. On va la poursuivre jusqu'à 14 heures. Vous écoutez l'émission CIBL reçoit d'un côté, mais de l'autre, une émission qui est réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. CIBL 101.5. On poursuit notre discussion sur le projet de loi 3. On est en compagnie de 3 spécialistes. Monsieur Garon, qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il y a aussi Monsieur Fournier, qui est actuaire au service actuarial SAI, et Monsieur Grenier, qui lui est avocat de la firme Melançon, Marceau, Grenier et Chiortino. Là, on discutait de comment ça se passait, mais si ce plan est déposé, si cette loi vient en fonction, que va-t-il arriver? Il va y avoir certainement de la violence, des gens qui ne seront pas d'accord. Comment entrevoyez-vous ce futur rapproché? Il va d'abord y avoir une perte de confiance gigantesque envers le gouvernement. Vous savez, le fondement là, de notre économie de marché, c'est le respect des contrats. Hein, c'est le fait que si je fais venir un plombier chez moi et que je lui promets de lui donner 200 $ s'il répare mes tuyaux, il va falloir que je lui donne mon 200 $ après parce que je lui ai promis puis on s'est entendu. C'est la même chose pour les questions de régime de retraite. Si je promets une rente, il faut que après j'honore ma promesse. Et c'est le fondement de notre économie de marché. Et quand c'est le gouvernement qui se met à briser ces contrats, moi, ce que j'ai peur, c'est que les prochaines négociations de conventions collectives soient plus jamais comme on les a vues auparavant. Imaginez, on va avoir encore des régimes de retraite, même si on veut plafonner là, les taux de cotisation à 18%, il va encore y en avoir. Ça va encore faire partie de l'offre globale, là, l'offre salariale globale aux employés. Et comment on va les croire, les gouvernements? Comment on va les croire, les municipalités, que ces promesses-là vont être honorées? C'est très, très difficile. Donc, on comprend que certains de ces régimes-là, qui soient dans des positions financières un petit peu précaires, qu'il faille trouver des solutions pour certains de ces régimes-là, mais on va au fondement de ce qu'est un contrat et de ce que notre économie de marché est. Et ça, c'est excessivement grave. Et donc, moi, c'est ce qui m'inquiète énormément. Messieurs, j'ajouterais un exemple relativement au contrat dont parlait notre économiste. On vit dans une société occidentale. Les sociétés occidentales se targuent de vivre dans des sociétés de droit. C'est fondamental parce que si le gouvernement prend des décisions qui vont à l'encontre des règles établies, ça veut dire qu'en général, il peut faire de nouvelles règles sans avoir l'appui entier de la population. Par exemple, si vous négociez un contrat avec un assureur, assurance automobile, maison, etc. Cet assureur-là, au moment de fixer son taux, va dire, bon, ça va être X $ pour l'assurance qui va durer durant 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans, les assurances vie, par exemple. Il calcule son risque. Il détermine son risque, il dit que ça va être tel coût, et dans son coût, il fait une partie de profit. 2 ans plus tard, la situation change, le risque augmente. Il ne peut pas revenir vous voir et vous dire, écoutez, là, je me suis trompé dans l'évaluation du risque, on va augmenter vos primes. Cette valeur, le contrat est signé. Et je suis certain qu'aucun gouvernement adopterait une loi pour dire que des partis dans le secteur privé pourraient ne pas respecter leur contrat. Quand le gouvernement signe un contrat, par exemple les PPP, tout est calculé, là. Il pourrait adopter une loi pour ouvrir le contrat, mais il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que ça met en péril le fondement même des droits reconnus dans notre société. Et c'est ça qui est grave dans ce qui est en train de se passer. On se posait la question tout à l'heure, quel serait le scénario idéal? Bon, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de solution parfaite, mais est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des scénarios similaires qui ont été vus dans d'autres pays de la planète? Monsieur Fournier?
Bon, on n'a pas besoin d'aller très, très loin pour s'en inspirer. Déjà, avant la venue du projet de loi là, dans le milieu municipal, moi, je travaille beaucoup dans ce milieu-là. On a négocié des ententes, notamment là, la mise en place de fonds de stabilisation, qui est une initiative syndicale. Quand on regarde d'où viennent les problèmes des régimes de retraite, d'où viennent ces déficits-là, ce qu'on voit, c'est que, je l'ai dit tantôt, c'est un petit peu technique, mais c'est quand les hypothèses que les actuaires ont faites se sont pas matérialisées. OK? Donc, on a vu, une chose qu'on a appris dans les dernières années, c'est que les rendements des régimes de retraite sont très volatiles. Okay? Et c'est ça qui attaque la pérennité des régimes. C'est ça qui met en danger la santé financière des régimes. Le fonds de stabilisation, c'est une mesure qui répond à ça. C'est prévu au projet de loi. Je vous dirais que, en mon opinion, c'est la seule mesure prévue au projet de loi qui vise à assurer la pérennité des régimes. Les autres mesures, ça vise à assurer un meilleur budget municipal, je vous dirais. Okay? Mais on n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays. On n'a pas besoin d'aller très loin. Dans le municipal, il y a déjà beaucoup d'ententes où les conditions des régimes de retraite pour les années futures ont été revues et où il y a des fonds de stabilisation qui ont été mis en place. Avez-vous d'autres exemples, M. Garon, M. Grenier, des exemples qui ont été vus ailleurs dans le monde, des pays où on a trouvé finalement un scénario parfait? Est-ce que ça se peut, ça? En fait, j'ai pas d'exemple particulier à donner sur des façons de faire d'ailleurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans à peu près tous les pays occidentaux, un des problèmes qu'on a, c'est un problème d'épargne. Hein? On manque d'épargne. Les gens arrivent à la retraite, ils sont peu préparés. On voit là, juste après le départ à la retraite, le niveau de bien-être, de consommation des gens diminue drastiquement. Et la raison, c'est que si vous n'avez pas assez épargné et tout à coup vous avez un problème de santé qu'il faut vous quitter, vous êtes dans le trouble. Là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est affaiblir encore plus la situation de l'épargne dans notre économie, parce que les régimes de retraite là, c'est de l'épargne forcée dans une certaine mesure. Hein? L'employé dit à l'employeur, paie-moi pas ce 1000 $-là en salaire, à la place, mets-le pour ma retraite, comme ça, j'aurais pas épargné moi-même. Et donc, je serais pas non plus soumis à la tentation de le consommer maintenant. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on affaiblit ces régimes-là. Aussi, on plafonne à 18 % les contributions employeurs et employés, et je pense que ça inclut pour les cotisations au fonds de stabilisation, oui. Je suis pas certain exactement. 10 %. Et là, on plafonne ça. Hein? Alors que, et puis là, on va vous dire, mais oui, mais vous, sur votre salaire, vous avez le droit de cotiser un maximum de 18 % à votre REER. Donc, c'est une injustice parce qu'on donne aux syndiqués et aux employés du secteur public des bénéfices que les autres n'ont pas. Mais ça, c'est de l'affaiblissement de l'épargne dans notre économie parce que on pourrait remonter le seuil pour tout le monde. Hein? Il y a rarement des gens qui vont vous dire, moi, j'ai trop épargné, écoutez, je nage dans l'argent rendu à ma retraite, je sais pas quoi faire avec ça, faut que je voyage trop. Hein? Vous avez pas de gens qui vous disent ça. C'est un peu ça le problème. On affaiblit notre économie. Quand on épargne, on envoie ça dans des fonds, au Fonds de solidarité de la FTQ, dans d'autres fonds, et les gens qui gèrent ça, investissent dans des usines, dans des entreprises, dans des projets, là, et c'est ça qui nous donne du rendement, c'est ça qui donne des emplois qui sont durables, c'est ça qui nous donne la croissance. Et là, on affaiblit tout ça, et si ça a quoi que ce soit à voir avec la pérennité des régimes de retraite, qu'on me l'explique. Si on devait regarder dans le futur, là, disons que ce projet de loi est adopté, ça y est, c'est passé, et que là, on commence aussi à regarder pour faire des changements au niveau des universités, aussi dans le secteur privé. À long terme, qu'est-ce que ça implique pour le Québec? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les travailleurs? Tous ces changements-là qu'on veut apporter de la part du gouvernement Couillard. Je dirais la première chose, on la connaît déjà, c'est qu'il y a des syndicats qui ont annoncé qu'ils attaqueraient la loi. D'ailleurs, je ferai référence à un article qui est paru dans Le Devoir récemment, il y a 2 semaines, je pense, expliquant la possibilité que cette loi-là aille à l'encontre de la Charte canadienne et de la Charte québécoise. En fait, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il empêche la négociation véritable. Il permet, entre guillemets, une certaine négociation pour un certain temps, 12 mois, conciliation, mais si on ne s'entend pas, c'est un arbitre qui va trancher, mais sur la base du projet de loi. Ce qui fait que on a comme une ouverture à se parler, mais qui n'amène pas la partie patronale, dans ce cas-ci, des municipalités, à véritablement ouvrir sur d'autres solutions pour aménager la situation difficile. Alors, si cette loi-là est attaquée, les tribunaux devront décider si oui ou non elle est valable. Si elle n'est pas valable, on va retourner éventuellement aux tables de négociation, c'est là que ça se passe, et on devra régler le problème autrement.
Et je fais pas de prédiction sur ce que les tribunaux vont décider, mais il y a des arguments valables à soutenir contre le projet de loi qui limite la négociation qui a été reconnue comme un droit fondamental par la Cour suprême. Monsieur Garon, vous vouliez ajouter quelque chose? Dans le fond, ça va affaiblir la position et de l'employeur et du syndicat quand vous négociez. Quand vous négociez des conditions salariales, là, idéalement, là, pour compenser vos employés, pour qu'ils travaillent pour vous, là, parce qu'on s'entend, personne n'aime travailler, donc il faut être compensé. Plus on a d'outils de compensation possibles, mieux on s'en sort. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait perdre la confiance. Hein, on fait perdre la confiance aux travailleurs dans toute promesse de paiement futur, de rente future. Et là, quand vous arrivez, vous négociez avec vos employés, vous avez un outil de moins. Hein? Et donc, ce que ça risque de faire, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais ce que ça risque de faire, c'est aussi d'affaiblir nos régimes qui sont à prestations déterminées. Donc, là, les employés vont dire, écoutez, on va croire votre promesse, si vous allongez l'argent tout de suite, vous le mettez dans un compte, puis on est capable de vérifier à chaque année que l'argent est là. Et l'effet de ça, c'est que c'est les travailleurs qui vont prendre le risque. Hein? Présentement, le gouvernement, c'est vrai que les municipalités prennent beaucoup de risques sur le rendement, etc., et que les travailleurs ont leur rente pour sûr, mais ce dont j'ai peur, c'est que tout ça soit complètement reviré et qu'on laisse aux travailleurs tout ce risque-là. Et je suis loin d'être certain que c'est la meilleure des solutions, mais quand on n'a plus confiance, on n'a plus confiance. Et donc, ça risque d'être ça. Et j'espère qu'on ne se ramassera pas dans une situation où nos fonds de pension ne deviennent pas des vulgaires REER auxquels les employeurs contribuent, mais où on est capable encore mutualiser ce risque-là et avoir un fonds en commun au niveau des employés si c'est ce qu'on désire. Mais pour ça, il faut que la confiance y soit. Si vous me faites une promesse, je la crois pas. On vient de perdre un outil de négociation, un outil qui a été historiquement utilisé et par les employés et par les employeurs. Monsieur Fournier, les travailleurs que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils ont encore confiance au gouvernement Couillard? Je peux pas vous dire s'ils ont confiance au gouvernement Couillard ou pas, mais certainement, ça fragilise la confiance envers les régimes à prestations déterminées. Moi, je pense que si ce projet de loi-là va de l'avant, dans 5 ou dans 10 ans, ou peut-être même juste dans 4 ans, lorsqu'on fera la prochaine ronde de négociations normales, c'est certain que cette confiance-là entre les partis va être un peu affaiblie si on voit que dès qu'il y a un problème, il y a une législation qui vient. Puis il y a aussi peut-être un deuxième volet, c'est que pour les groupes où le projet de loi demanderait un effort plus important, parce que M. Garon l'a dit, c'est du mur à mur, mais c'est pas toutes les situations qui sont identiques. Ça serait facile à comprendre que les groupes voudraient, à la prochaine négociation, rétablir ces pertes-là dans la rémunération globale. Donc, il pourrait avoir cet effet-là aussi. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir partagé avec nous votre savoir, de nous avoir éclairés dans tout ce projet de loi qui est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très ambigus pour le commun des mortels. On aurait essayé de démystifier tout ça. Autour de la table, vous entendiez il y a quelques secondes Marc-André Fournier, qui est actuaire au service actuarial SAI. On avait aussi avec nous Jean-Denis Garon, qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci à vous. Plaisir. Et on avait également Pierre Grenier, qui est avocat à la firme Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino. Merci beaucoup. CIBL 101.5. C'est déjà la fin de l'émission CIBL reçoit d'un côté, mais de l'autre. Je vous lance ce rendez-vous à chaque mois, à tout le 3e mardi du mois. Soyez branchés à nos ondes parce que ce sera cette émission faite en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Notre prochain rendez-vous sera le 21 octobre. On aura bien sûr tout au long de cette saison des thématiques qui seront abordées, bien sûr dans le milieu syndical, mais on va parler de ces travailleurs qui sont touchés par l'actualité, par différents thèmes. Chaque émission, on va vraiment donner le droit de parole à des gens qui ne l'ont pas au quotidien, qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement dans les médias pour faire savoir ce qui se passe sur le terrain. On va finalement pouvoir vous aiguiller sur les points chauds, sur ce qui fait jaser dans l'actualité. Ce sera notre mandat. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site web du Syndicat canadien de la fonction publique pour avoir plus de détails, scfp.qc.ca. Je m'appelle Stéphanie Gagnon et je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je dois dire aussi un gros merci à celui qui s'occupait de la mise en onde, Carlo Bellomo. Merci beaucoup de ton travail. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de cette émission de CIBL reçoit d'un côté, mais de l'autre.